N'a-t-on pas l'habitude de dire qu'un esprit sain dans un corps sain? Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Un esprit sain dans un corps sain. Rappelez-vous, c'est sur cette phrase que nous avons mené toutes ces éditions sur la mystique de l'alimentation. Il était question pour nous de vous montrer pourquoi est-ce qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain et comment est-ce qu'on peut arriver à vivre dans ce sens-là. Alors, durant 18 éditions, nous vous avons montré tour à tour ce qu'il fallait pour garder notre corps en santé, tant sur le plan physique, moral, mais aussi spirituel. Nous vous avons donné les 3 aliments qu'il fallait consommer. L'air qui vous permettait de purifier le corps, l'eau qui vous permettait de faire un tampon entre l'air et bien sûr les nutriments. Nous avons mis un accent particulier sur les nutriments parce qu'il était question de faire attention à ce que nous mangeons. Manger surtout ce que la mère terre nous produit et éviter au maximum les aliments industrialisés. Voilà en fait ce qu'étaient les 18 éditions que nous avons passées avec vous sur la mystique de l'alimentation. Et pour clôturer ce soir, nous allons vous parler de l'obésité, cette maladie qui apparemment semble être banale pour les uns, mais maladie aussi dangereuse que tout autre que le cancer et bien d'autres. Pour ce faire, je suis accompagnée une fois de plus du professeur Emmanuel Descotes qui est le concepteur de l'émission. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gat et bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs des canaux internationaux. Alors pourquoi avoir choisi chuter avec l'obésité? Ah oui, mais c'est parce que l'obésité apparemment est déjà une épidémie, même une endémie, c'est-à-dire que tout le monde tend vers l'obésité. Et aussi, c'est que si on n'a pas un bon poids, on peut être considéré comme étant malade du sida, de ci et de ça, tout comme on peut être considéré comme étant pauvre, parce que le poids est synonyme de l'abondance, et que la mincir, pas forcément maigrir, mais mincir déjà, à quelle forte raison maigrir est synonyme de malheur, de la pauvreté et bien des choses qu'on peut porter sur quelqu'un qui, quelque part, n'a pas besoin de poids, mais qui, à force de lui parler de son état de quelqu'un de mince, alors ça le pique, comme pour dire que lui aussi il doit grossir. Voilà à peu près ce qu'il y a lieu de dire, quoi. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec votre chronique qui va se défaire en 2 parties. Vous auriez également la réflexion de ce soir et bien sûr la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare pour un dernier tour autour de la mystique de l'alimentation, mais cette fois-ci, nous parlons de l'obésité. C'est la chronique de ce soir. La mystique de l'alimentation et la spiritualité, 19e partie. L'obésité et l'alimentation spirituelle. Nous allons sortir de ce thème en cette autre édition par le décryptage des perturbations morphologiques qui touchent la grande partie de la population et qui sont en quelque sorte la plus importante maladie de notre siècle, l'obésité. Bien évidemment, le poids est un fait de mode. Cependant, du moment que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle d'un excès de masse grasse dangereux pour la santé, d'aucuns estiment qu'il est tout simplement question d'un bon point. La raison est que la définition de la maladie, puisqu'elle soit restée parfois erronée en médecine officielle, que longtemps avant, l'obésité n'était qu'une situation de vie normale. Justement, à une certaine époque, être obèse s'y traduisait en une preuve qu'on n'est pas matériellement n'importe qui. Le contraire étant la maigreur.
on se disait d'avoir raison de croire que maigrir n'est autre chose que des stigmates de la pauvreté. C'est là parce que la médecine officielle ne considère pas vraiment l'obésité comme étant une véritable maladie. Puisqu'on ne l'incrimine pas dans ce milieu censé guider les populations sur la chose de la santé. Finalement, elle concernait d'ailleurs tout le monde, y compris les membres de ce corps. Jusque-là, on continue à ne pas se méfier de prendre le poids. La raison est que l'obésité est une sorte de pathologie qui ne présente de malaise que lorsque le poids est à l'extrême. Sans douleur, l'urgence ne peut être signalée. Alors, il n'y a rien à faire donc. On ne comprend pas que le fait d'ignorer que l'obésité est une preuve que la victime est quand même gênée, bien qu'elle n'exprime pas de malaise, il va sans dire que le fait de prendre de la dimension le trahit. Pourtant, il est évident que les personnes obèses sont dans une situation de dysfonctionnement organique. Chez elles, le côté morbide du fonctionnement du corps se traduit par l'accroissement des maladies. Mais au-delà de ces maladies physiques se cachent les maladies psychiques et même occultes. C'est en étant à même de comprendre ce qui se passe derrière tout cela que l'on sera capable de gérer sa spiritualité au cours de son existence. Il s'agit d'un phénomène connu depuis l'Antiquité par les initiés. Un initié devrait s'émirer dans le firmament de l'équilibre de ses différents corps. De nos jours, tout le monde commence à comprendre que l'obésité morbide et l'accroissement de certaines maladies ne sont plus approuvés. Autrement dit, on sait déjà que le problème de surpoids entraîne des risques accrus du genre chez la femme, des troubles de menstruation qui peuvent entraîner un dérèglement de son cycle jusqu'à nuire sa procréation. À cause de l'obésité, le vaisseau sanguin, sous la pression de surcharge venant d'une alimentation désordonnée, les artères subissent une diminution de leur diamètre et la circulation du sang peine à couvrir toutes les parties du corps à temps. C'est ainsi que la pression artérielle va subir des perturbations et l'hypertension va petit à petit s'installer. Toujours à cause de l'obésité, le travail du cœur va doubler. Comme dans le cas de la pression artérielle avec l'obésité, le pancréas sera aussi très sollicité, sans qu'il soit lui-même malade. Son activité endocrinienne va connaître des secousses et voilà le diabète. C'est donc l'obésité la cause première de maladies cardiovasculaires. Le traitement d'appoint de l'hypertension artérielle, de l'excès de graisse dans le sang, du diabète sont des mesures importantes pour prévenir les complications cardiaques qui passent par une alimentation désordonnée. Sans faire recours aux médicaments qui vont compliquer la situation, une alimentation spirituelle reste le seul vrai remède. Alors, professeur, ce soir, nous parlons de l'obésité. Nous avons vu pendant les 19 éditions, les différents types d'aliments. Nous avons l'aliment positif qui est l'air, l'aliment neutre qui est l'eau et l'aliment négatif qui est le nutriment. Alors de ces trois aliments, qu'est-ce qu'on n'a pas consommé ou alors qu'est-ce qu'on n'a pas bien consommé pour aujourd'hui être atteint d'obésité? Alors on n'a pas consommé les deux premiers. On n'a pas consommé l'air comme il fallait et on n'a pas consommé l'eau comme il fallait. Aujourd'hui on est obèse. Parce que même les aliments qui donnent l'obésité, et couramment, nous constatons que ce ne sont pas les aliments qui sortent du sol, c'est-à-dire produits par la mer, la terre, mais ce sont des aliments qui viennent plus de la conception de l'homme, des usines, des aliments de supermarché, et quelque peu de fois des aliments cuisinés sortant de la végétation sont aussi consommés, sauf que on perd beaucoup plus à consommer ce qu'il faut dans ce qui vient du sol, en passant par la condimentation ou alors en passant par le motif. Parce que manger de la viande, un morceau de viande dans une sauce,
ne représente rien qu'un motif qui permet d'avoir l'appétit. Mais manger de la viande comme de l'aliment pur, du genre qu'on a un poulet avec, c'est pas moi, le plantain ou bien, c'est pas, le manioc du pain ou quoi, où le poulet constitue cette fois-là une viande établie pour s'alimenter, même quand il s'agit des poules de culture bio, nous on appelle ça en Afrique les poules du village, parce que c'est au village qu'on trouve les poules qui grandissent seules. En ville, il est difficile de trouver quelqu'un qui fait l'élevage bio. Mais dans les villages, on laisse la volaille dans la cour. Le soir, ça rentre dormir dans la cuisine. Ça pose aucun problème, surtout que les cuisines ne sont pas liées à la grande maison. Les cuisines sont à part. Donc là-bas, on peut trouver même 200 poules, des coqs et tout. Ça pose aucun problème. Le jour, ils sortent tout. La seule chose qu'on peut faire, c'est les fiens, c'est-à-dire les caca, c'est tout. Le reste, ils n'embêtent pas. Voilà. Alors, maintenant, on est obèse. On n'a pas bien mangé l'air et l'eau. Ouais. Mais on a bien mangé les nutriments. Ah non, non plus. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur le genre de nourriture où on pense que on mange bien en mangeant de la viande. C'est-à-dire, on fait une petite sauce tomate, ils appellent ça, les modernes appellent ça sauce baquaise, où c'est à peine 2 cuillerées à soupe ou une cuillerée à soupe de quelque chose qu'on appelle sauce. Je ne sais pas comment on peut appeler ça sauce quand même, mais c'est comme ça. Et ils vont donner un joli prénom, sauce baquaise, sauce le nom de famille, baquaise, c'est le prénom, nom de baptême. Alors, résultat, on est en train de manger que de la viande en fait, que de la viande ou que du poisson. Et là, on n'est pas en train de manger dans le sens d'alimenter le corps par rapport à ce que seraient ses besoins. Mais on est en train de satisfaire le palais, c'est-à-dire l'appétit. On est en train de donner un sens à sa vie. Ce sens-là, c'est celui de monsieur qui n'est pas n'importe qui. Parce que au moment où vous mangez ces nourritures, les incrédules, les gens qui ne croient pas du fait qu'ils sont des êtres humains établis, pensent qu'ils sont moins que vous parce que vous mangez des choses et qu'ils aimeraient bien manger, mais ils ne trouvent pas le moyen de le faire. Donc l'obèse a mal mangé. D'abord, c'est qu'il a mangé des choses dont son corps n'avait pas besoin. Et de deux, il a mal marché. Parce qu'il a marché juste par gloutonnerie. Que de trois, il a mal digéré. Et à la fin, il a un vécu qui va mal. Voilà. Alors, professeur, vous aviez également parlé de toile de l'âme, parce qu'il fallait bien manger pour pouvoir préparer, construire sa toile. Alors, moi je suis obèse, quel est l'impact de mon obésité sur la construction de ma toile de l'âme? Alors, un obèse ne peut pas construire sa toile de l'âme. Bon, c'est vrai qu'on trouve les obèses même dans le milieu religieux qui prêchent, mais ça veut dire quoi? Dans un corps sain, va vivre une âme saine. Il y a des risques, même les chrétiens le savent, ceux qui lisent la Bible. Parce qu'il y en a qui sont chrétiens mais ne lisent pas la Bible. Il y en a qui sont chrétiens, lisent la Bible et que les parties bibliques proposent le prêtre ou le pasteur. Alors à partir de là, ils connaissent la Bible. Mais c'est une Bible lue à leur façon. Ça veut dire que on ne lit pas la Bible pour disséquer en termes de pour, contre, c'est-à-dire des discernements, le pour, le contre, et la synthèse partie par partie de la Bible pour avoir plus d'intelligence ou pour s'aguerrir et acquérir plus de possibilités où le veille en soi peut se produire. Parce que en fait,
quel que soit le cas, la Bible c'est un livre spirituel dans le sens de la morale. Il y a dedans des livres scientifiques comme Proverbes. On peut trouver beaucoup de connaissances à travers ces livres. On peut aussi lire Ecclésiastique, qui est sur certaines traductions, et qui dans les Bibles comme lui second Ecclésiastique n'existe pas. On peut lire même Ecclésiaste, qui dans son chapitre 3 parlait de toute est vanité, vanité des vanités. Alors, résultat, ça dépend. Si vous lisez un livre qui se veut moral, qui se veut éducateur, qui se veut qui a une nature à former un individu, on est déjà en présence d'un livret de Dieu. Parce que en fait, Dieu c'est quoi? Dieu c'est pas quelqu'un qui est assis quelque part, qui parce qu'il est vieux de 1000 ans ou de 50 milliards d'années, a une grosse barbe et a une chevelure, puisque je suppose que lui ne se peigne pas ou bien il n'a pas de tondeuse pour se coiffer, bon, ou qu'il n'a pas besoin de se coiffer. Donc c'est pas cet homme-là que nous avons construit, nous, qui dans la Bible regrette d'avoir créé l'homme. Quand on lit Genèse chapitre 1, chapitre 6 de 1 à 7, alors on se retrouve devant un Dieu qui n'est pas omniscient, omnipotent, tout-puissant, puisque regrette, il s'est même affligé contre lui, et il est allé jusqu'à provoquer le déluge parce qu'il s'était fâché de l'homme. Alors là, cette partie de la Bible, on constate que Dieu s'est fâché de l'homme pour rien, parce que l'homme ne lui a rien fait. C'est plutôt ses enfants, ses fils, qui sont venus s'accoupler avec les filles des hommes. Au lieu que les hommes se fâchent, c'est Dieu qui s'est fâché. Alors, vraiment, quand on dit des choses comme ça, bon, on se pose la question, c'est de quel Dieu il est question. Résultat, pour construire la cathédrale de l'âme, il faut passer par la toile. Et la toile, c'est un peu l'araignée qui, quelque part, symbolise une sagesse divine, parce qu'il y a deux symboles qui sont d'une nature métaphysique très très élevée. Il y a l'araignée et il y a l'escargot. Alors c'est des symboles qui suscitent beaucoup de points d'interrogation pour les initiés, mais qui ne disent rien pour les non-initiés. À cela, pour construire sa toile de l'âme, pour obtenir la cathédrale où on va se réfugier pour essayer de communier avec l'au-delà et avec l'univers, avec Dieu en fait. Alors il faut passer donc par une alimentation que l'obèse ne connaît pas. Un homme obèse ne sait pas comment manger, et manger tout ce qui lui tombe sous la main, et en mange trop. Parce que en fait, quand on commence à manger un peu plus que d'habitude, on tombe dans une situation où manger devient quelque chose qu'on utilise même lorsqu'on est fâché. Hein, au lieu de rester fâché, on peut manger. Quelque chose que lorsque la journée de travail était très difficile, qu'on s'est fait trop gronder par la hiérarchie, la première chose, c'est de grignoter quelque chose. Et là, on mange, et puis on prend du volume sans toutefois être capable de savoir qu'est-ce qui vous arrive. Et à la fin, on commence maintenant à manger parce que les cellules ont pris l'habitude de manger. C'est-à-dire, on en a donné aux cellules tellement que pour finir, il va falloir maintenant qu'on continue à en donner. C'est ce que je disais une fois ici, avec le cancer, lorsque vous nourrissez quelqu'un et que de par l'alimentation, il a eu le cancer, plus les genres de médicaments pour des petits bobos qui s'étaient signalés, le cancer s'est installé. Alors, il est très difficile de guérir de ces cancers souvent. Pourquoi? Parce que on va continuer à manger comme le corps réclame maintenant. Quand on mange certaines choses, ça fait plutôt mal.
bêta, on ne mange même plus. Mais quand on mange les choses cancérogènes, alors là, on se sent un peu à l'aise parce qu'on a nourri les micro-organismes qui sont, et c'est le cancérogène en question. Donc, autrement dit, professeur, une personne obèse ne peut pas se spiritualiser, alors se diviniser. Sauf s'il est chrétien ou sauf s'il est musulman, il peut. Parce que là, ils ont une magie qui est totalement particulière parce qu'ils parlent avec Dieu. Et là, c'est Dieu qui regrette, les reçoit quand même pour les écouter et puis pour faire avec. Bon. Mais si on cherchait à se diviniser, parce que le chemin qui nous conduit à devenir des divins, c'est le chemin de la spiritualité. C'est les premiers pas à mettre en place pour devenir divin. Et c'est lorsqu'on devient divin qu'on devient des petits dieux, comme le dit la Bible. Et donc, on atteint un degré d'évolution qui permet à ce que on commence à dire, voilà quelqu'un qui ne ressemblait plus à l'animal. Parce que, entre autres, nous ne sommes que des animaux, nous sommes du règne animal. Alors, lorsqu'on prend de la dimension, on ne peut plus se faire manger par le lion. Si vous êtes là où il y a les lions, vous les appelez, vous les caressez comme si c'était des chats. Hein, et l'octopère il reste tranquille. Parce que vous avez atteint un degré où le lion ne vous voit plus comme un animal. Et en dehors du dressage, parce qu'il y en a qui dressent quand même les bêtes, qui réussissent à... Mais ceux qui dressent les bêtes ont une dimension spirituelle élevée par rapport à aux autres, au commun des mortels. Donc la bête reconnaît là que c'est un maître. Et ce qui est même fameux, c'est que tu peux retrouver quelqu'un dresseur de bêtes qui va vers tout genre de lions, même les lions sauvages, pas seulement les lions qui sont dressés. Parce qu'il communie avec les lions, ne serait-ce qu'avec les yeux. Il a une manière de leur parler, les autres comprennent leur langage, parce que le lion sait que voilà un autre lion, en regardant l'autre lion, c'est pas en réjouissant. Hein, ça veut donc dire qu'il n'a pas besoin de parler pour savoir que voilà un autre lion. Il a une posture. Et c'est cette posture-là que les gens qui dressent les animaux ont. Et qui fait en sorte que aux yeux du lion, c'est un lion, mais debout, mais d'un autre genre, quoi. Voilà. Alors, professeur, quel serait donc l'impact de l'obésité sur notre morale et peut-être plus tard notre physique? Alors, l'obésité, c'est quelque chose qui fait en sorte que nous perdons parfois les notions de la spiritualité. Souvent, je dis, c'est pas général, c'est pas pour insulter les obèses non plus, je m'en excuse, mais c'est des personnes parfois superficielles. C'est-à-dire quelqu'un te dit, je ne mange pas de viande du tout. Parce que il a envie de faire croire aux gens qu'il est spirituel, il connaît la métaphysique d'un genre. S'il est dans un groupe où on parle métaphysique, il va parler métaphysique, il va donner des conseils sur des choses bien à faire et des choses pas bien à faire, de manière extraordinaire, mais il ne pratiquera jamais ça. Jamais. Parce qu'il obéit à son intérieur, qui cette fois-là est, disons, comment je peux expliquer ça, son intérieur a le dessus sur lui, et son intérieur, c'est quoi? C'est pas lui-même, c'est la carcasse. La carcasse ici, l'intérieur, c'est le tube digestif. Il faut qu'il soit plein autant que possible. Alors, ça fait qu'il perd le nord lorsque il faut maintenant pratiquer ce qu'il a l'habitude de rapporter ou de raconter aux autres. Alors, moi, j'ai eu des amis, ils disent qu'ils ne mangent pas de viande, ou ils ne mangent plus de viande, voilà. Parce qu'il a lu quelques documents de ma bibliothèque. On a discuté avec d'autres documents qu'on a téléchargés. On a discuté par rapport à certains documents qu'on a téléchargés du net et que à partir de là, on décide qu'on va faire des cures de jeûne. Pendant les cures de jeûne,
il s'éloigne pour aller manger. Et lorsque on se rencontre au sanctuaire, il manque comme un petit enfant qui n'a pas mangé, alors qu'on l'a vu manger. Alors j'ai eu un ami récemment comme ça dans mes parages, je l'ai vécu chez moi pendant 4 ans. Il venait vers moi pour, par admiration, je peux dire. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dire qu'il manquait où aller ou bien manquait de quoi manger et tout, bon, même si j'étais son support. Mais ce qu'il a présenté, c'est que ce que je faisais l'intéressait. Donc, si je gêne, il gêne. Si je mange quelque chose, c'est ce qu'il mange et tout. Mais j'avais remarqué que déjà le matin, il s'éclipse un peu pour aller prendre du café, viande, omelette. Bon, quand je le surprends, il cache ce qu'il y avait comme viande ou omelette, ou bien il commence d'abord à pas manger ça rapidement, de façon à ce que si on le cherche, on va trouver qu'il boit juste une tasse de thé, et puis il dit, moi je buvais celle-là seulement le thé. Hein. Bon. Alors donc c'est chez les obèses qu'on trouve ce genre de comportement. Des personnes qui ne sont pas obèses ont un autre comportement. L'obèse, ce n'est pas qu'il est menteur, non. Il doit entretenir sa masse corporelle. Et il ne peut pas se désolidariser des contraintes de ces cellules qui sont habituées à une forme d'alimentation facilement. Alors, de ces faits, comme il doit rester dans un milieu comme s'il était celui-là même qui dit être ce qu'il est, par rapport à comment vivent les gens de ces milieux, il est obligé de mentir. Voilà. Alors, professeur, vous aviez parlé d'entretenir sa masse corporelle. Mais qui est obèse? C'est parce qu'on a 100 kilos ou bien parce qu'on a 200 kilos qu'on est obèse? Alors, moi, je pense que, au-delà des chiffres, puisque nous parlons de la métaphysique, si nous prenons les chiffres qui sont pluridimensionnels, parce que ces chiffres-là vont d'un concept à l'autre, on va te dire que le poids d'un homme qui pèse 1,50 m ne doit pas excéder 50 kg. Alors, d'une femme ne doit pas excéder 48 kg. Une personne qui pèse qui a 1,55 m, son poids ne doit pas excéder 55 kg. Quand il est un homme, il doit peser 53 kg. Quand il est une femme, il doit peser 52, 51 kg. 60 kg, le poids ne doit pas excéder 60 kg. Donc quand il est un homme, il peut peser 58. Quand il est une femme, il peut peser entre 56 et 57. Parce qu'en fait, les femmes pèsent plus que les hommes dans la rue, mais l'os de la femme et l'os de l'homme, si c'est qu'on dépose ça sur une balance, ce n'est pas la même chose. Alors, 1,70 m, on ne doit pas excéder 70 kg. Si c'est un homme, il doit peser 63 kg, non 67 kg, une femme 65. Plus on monte, si vous aviez quelqu'un de 80 kg, il ne doit pas peser plus de 80 kg. 1,80 m, je veux dire, on ne doit pas peser plus de 80 kg. Il peut peser à la limite 80 kg. Alors, si c'est un homme, il doit peser 74 kg. Et si c'est une femme, 112 kg. Alors, plus on monte, plus l'écart entre le chiffre décimal, hein, c'est établi par exemple quelqu'un de 2 mètres. Il ne doit pas peser 100 kg. Il doit peser 94 kg. Pas parce qu'il a 2 mètres qu'il doit peser 100 kg, non. Il doit peser 94 kg. Bon, mais maintenant, il y a des gens qui, à 1,55 m, ils pèsent déjà 80 kg. Un autre, il a 1,60 m, il pèse 90 kg. Quelqu'un, il a 1,70 m ou 1,74 m, il pèse 120 kg. 130, 160. Alors, la masse corporelle qu'il porte, à supposer qu'on prenne ça comme un paquet ou une charge, on lui met ça sur la tête, il ne marcherait pas.
Pas du tout. Quand tu as une différence de 30 kilos, comment tu peux marcher avec si c'est que c'est déposé sur ta tête et que tu marches avec tous les jours. Mais lorsque c'est réparti sur toutes les parties de ton corps, même si le déplacement est paisible, mais tu te déplaces quand même. D'ailleurs, il y a des gens avec ce poids-là qui font le footing. C'est là où les parcours Vita, par exemple, nécessitent la présence des médecins. Parce que quelqu'un, il a une corpulence énorme par rapport à sa taille et par rapport à son âge. Il a perdu complètement l'adéquation âge-taille, qu'il est dans un poids gigantesque, et il ne pense pas changer de régime alimentaire, il ne pense pas faire certains sports qui s'accompagnent avec le régime alimentaire, mais il pense aller faire du sport, tout simplement. Alors là, si au cours de son sport, il y a un arrêt cardiaque, ça se comprend. Pourquoi? Parce que pendant qu'on grassit, le cœur, lui, il reste petit. Si le cœur commence à grassir, on est vers une situation cardiaque. De même, pendant qu'on grassit, le pancréas reste petit. Si on commence à faire l'effort au pancréas, le diabète arrive. Parce que, en fait, ces choses-là sont telles que on a l'impression que le diabète vient seulement parce qu'on prend du sucre, parce que ceci, parce que cela, non, mais parce qu'on mange des choses qu'on n'arrive pas à digérer et on en mange trop au point à en devenir accro et en devenir plus tard esclave. Voilà. Alors, quelle est la notion occulte en tant que métaphysique de l'obésité? Alors, l'obésité, c'est sur le plan occulte, ça provoque des vibrations néfastes qui attirent des ions occultes du monde infernal. Beaucoup de gens ont des rêves qui ne sont pas explicables à cause de leur prise de poids. D'autres émettent des vibrations nocives dans un environnement où dorment les enfants, les autres membres de la famille. Et souvent, les obèses ont une très mauvaise odeur de leur transpiration nocturne, au point où ce qui peut les sauver, c'est juste la climatisation, mais la ventilation, le ventilateur alourdissent encore l'air. Alors, toutes ces vibrations, parce que lorsque vous avez des mauvaises odeurs, non parce que vous ne vous êtes pas lavé, parce que là c'est une chose, mais même quand vous vous lavez et que vous avez des mauvaises odeurs venant de partout, les aisselles, les entrejambes, partout, et pour des gens qui se lavent, il faut commencer à veiller à ce que ton tube digestif soit propre, surtout le côlon, le gros intestin. Parce que au cours d'une nuit, comme le corps c'est un haut fourneau, alors la chaleur va partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et les dépôts de saleté qui sont à l'intérieur du corps vont aller jusqu'au niveau de la peau. La peau étant un organe, n'étant pas une enveloppe, va extirper ces déchets vers l'extérieur en termes de fumée. Et cette fumée peut attirer des élémentaux, c'est-à-dire des démons, des mauvais esprits. Hein, parce que cette fumée-là, surtout lorsque vous êtes alcoolique, ces mauvais esprits vont venir humer ces odeurs et s'alimenter de cette fumée. Donc on a intérêt à faire quelque chose. Nous n'avons pas mis du temps avec ce thème de l'alimentation pour rien, parce qu'il fallait parler de ça. Voilà. D'accord. Alors, professeur, vous nous aviez également dit durant les 18 éditions que nous avons passées ensemble, vous nous aviez dit que l'alimentation, c'est une initiation. Alors, pour un obèse, parce que je suppose qu'on ne naît pas obèse, on le devient. Où est-ce qu'on pourrait donc, je vais dire, s'initier une fois venu au monde? Où est-ce que je vais apprendre à bien manger, à bien, je ne sais pas trop, pour éviter d'être obèse? Bon, disons,
L'initiation, c'est l'éducation que les parents donnent. Quand eux-mêmes, ils sont éduqués. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas interdit à une personne folle de faire le bébé. Exactement. Que ce soit un homme fou, si ça couplait avec une autre folle, alors que le bébé ne serait pas interdit. Que le bébé là devienne fou plus tard ou qu'il ne devienne jamais fou, qu'il ne le devienne jamais, ce ne serait pas mauvais. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait une formation pour devenir une mère ou un parent. Cette formation, alors, qui allait donner ça? Parce que regarde toutes les écoles qu'il y a partout. Ces écoles-là ne donnent aucune formation sérieuse. C'est des formations hégémoniques, c'est-à-dire les Européens viennent en Afrique. Ils forment les gens pour que leur commerce marche, pour que leur activité tourne bien et pour que la dépendance prospère. Alors là, on a des gens qui passent tout leur temps à parler de leur diplôme et de leur intellectualité et l'Afrique ne change pas. Donc, c'est compliqué. Mais les gens naissent quand même initiés à la base. Parce que si nous croyons aux vies successives, si nous pensons que nous réincarnons, si cela est vraiment vrai, c'est que nous avons commencé à faire quelque chose quelque part et que, arrivé au cours de cette vie, nous continuons à faire la chose là et que, pour n'avoir pas achevé ce qu'on avait à faire par rapport à ce que nous devons faire, à la prochaine fois, nous continuerons à faire ça jusqu'à ce qu'on puisse achever et maintenant passer à autre chose. Résultat, tout petit, on peut être déjà initié parce qu'on a été initié au cours d'une vie antérieure, au cours des vies antérieures. Et certaines personnes sont ni chrétiennes, ni rosicruciennes, ni maçons, ni rien de tout ça, mais sont 10 fois meilleures que les chrétiens, ont toute la philosophie rosicrucienne, toute la philosophie maçonnique, ils ont tout de tout ça, au point où leur discours n'est pas forcément maçonnique, rosicrucien et tout, mais ceux qui font ces mouvements-là sont étonnés de l'ampleur des mots qui se dégagent de leur discours et de la manière dont ces gens-là se comportent et se posent la question si ce ne sont pas des gens qui font le même mouvement qu'eux. Alors, dans l'initiation, peut aller aussi des parents qui n'ont pas été initiés, qui savent dire à leurs enfants ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Et il y a une autre forme d'initiation pour dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il y a des gens, quand ils mangent quelque chose, ils ne digèrent pas, ils ne mangent plus ça. Du tout. Alors, après une période, il peut déjà savoir ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. Ce n'est pas le genre de gens qui disent « je connais mon corps ». Pendant ce temps, il boit sa bière. Il mange, il boit n'importe quoi, il mange tout. Quand tu dis « mais attention, tu te fais mal là », tu risques de tomber malade. Ah, mais moi, je ne suis pas tombé malade. Hein. Moi, je connais mon corps, je sais ce que je fais. Mais il a 25 ans, 28, 30 ans quand il le dit. À 40 ans, il commence à présenter des maladies et des troubles digestifs, du cardiovasculaire, l'artériosclérose, la goutte et tout. Alors, si tu l'approches pour lui dire, mais regarde, tu sais ce que tu connais ton corps, tu sais ce que tu fais, c'est ça? Mais il te dit que mais tout le monde mange comme ça. Hein? Est-ce qu'il est le seul à manger? Pourquoi les autres qui mangent même plus que lui, boivent plus que lui, n'ont pas ce problème? C'est la maladie, non? Alors, voilà. Donc, on doit se dire que seuls les gens prédisposés à l'initiation ou à l'auto-initiation s'en sortent facilement dans notre société d'aujourd'hui. En dehors de ça, vous allez vous inscrire dans la logique de faire le cours de métaphysique, mais même jusque-là, vous pouvez faire les cours de métaphysique, vous lisez les cours, vous ne comprenez rien. Tout à fait. Parce que la lettre, vous comprenez, mais l'esprit de la lettre, vous n'avez pas.
Tout à fait. Alors, résultat, c'est comme si vous aviez gaspillé de l'argent pour faire ces cours-là. Donc, moi, c'est pourquoi, au cours des émissions que nous faisons là, je ne parle pas trop de ces cours. Je ne dis pas aux gens, bon, écoutez, on a une école métaphysique, venez adhérer. Non. Parce que quand le disciple est prêt, le maître se présente. Et on n'est pas prêt parce qu'on a payé les cours de métaphysique, ou on a payé les cours, je ne sais pas dans quel mouvement ésotérique, qu'on est prêt. Non, on est prêt financièrement. Mais faut-il encore que les contraintes de ces milieux, vous puissiez les accepter. Voilà. Alors, professeur, est-ce qu'il y aurait un tempérament, parce que vous avez fait également allusion aux différents tempéraments dans le cadre de ces éditions sur l'alimentation. Est-ce qu'il y aurait donc un tempérament qui serait le plus disposé ou alors le moins disposé à être obèse? Ouais. Alors, le tempérament des obèses, c'est les nonchalants. Les nonchalants. C'est un tempérament qui va avec la gloutonnerie. Bon. Aussi facilement qu'on est concerné par une passion, une émotion, que facilement on tombe dans le repas. Et quand on mange, on a une certaine satisfaction qui va au-delà de la simple satisfaction d'avoir eu assez rassasié, jusqu'à pousser vers le plaisir de manger. Et là, on peut se permettre de manger à chaque fois qu'on va à un repas. Vous prenez une route pour aller à Yaoundé, si vous vous arrêtez quelque part où il y a à manger, simplement parce qu'il y a une personne peut-être dans la voiture qui n'a pas mangé depuis le matin, tout le monde dit qu'on ne mange pas, mais l'obèse, lui, dit que non, lui, il mange. Mais on dit, mais attends, garde, mais on venait de manger, surtout si c'est quelqu'un qui paye, parce que s'il paye lui-même, il n'a même pas besoin de dire qu'il mange ou pas acheter. Mais si c'est que vous avez des gens avec qui vous êtes dans la voiture et qu'il y a là-dedans une personne qui n'a pas mangé et à qui on a promis que dès qu'on arrive à un endroit où on peut vendre à manger, on va s'arrêter, tu manges aussi. Alors tout le monde va dire, mais nous avons mangé, mais sauf le buzz. Non, lui, il va dire qu'il mange aussi. Mais si c'est toi qui finances, lui dit, garde, mais attends, mais on a mangé en quittant. Il dit, mais et alors donc je ne peux plus manger parce que j'ai mangé en quittant. Parce que deux fois, il ne peut plus dire qu'il a encore faim. Parce qu'en mangeant en quittant, il a donné l'impression qu'il était rassasié. Alors, au risque de lui demander que, mais attends, mais ça ne fait pas 1 heure du temps que nous sommes en route, et tout juste avant de quitter, on a mangé. Comment en 1 heure tu as fait, non? Il va dire que mais lui il mange, il veut manger aussi. Alors maintenant, deux fois, ce que j'ai remarqué, il prend un plat qu'il ne peut pas finir. Alors là, bon, de toute façon, tu comprends ce que je vais dire. Voilà. D'accord. Mais professeur, est-ce que l'obésité serait génétique? C'est-à-dire qu'on trouverait des familles où... Oui, mais attends, mais une femme qui a 1m90, qui fait un enfant de 6 kilos, hein, 1m90, 1m, presque 2 mètres, avec un poids colossal et qui mange au petit déjeuner 2 poulets. Au déjeuner, elle mange 4 poulets ou bien 2 poulets encore avec du poisson. Alors, pour entretenir ce poids-là, et au cours de la grossesse, ça se mange encore plus encore. Et puis le bébé naît entre 5 et 6 kilos. Alors, cet enfant-là ne peut qu'être obèse, quel que soit le cas, sera obèse. Parce que le code génétique, il faut bien des chances, beaucoup de chances que ça se modifie, hein? Parce que ça peut se modifier si la personne trop tôt prend conscience. Voilà. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de notre chronique et nous revenons juste après pour la suite des questions. L'alimentation spirituelle et les corps. De nos jours, l'obésité est reconnue comme étant une menace de santé publique. Avant, cette catégorie de personnes les
l'assureur n'en prenait pas acte, voyant la chose du côté de l'esthétique. Et où en sommes-nous aujourd'hui? On peut être gros sans pour autant être obèse ou en surpoids. Une piste devant être la voie à suivre en toute connaissance de cause de ce que l'on doit manger pour garder un poids qui obéit à l'adéquation taille, âge et poids. Pour bien fonctionner, le corps a une fourchette de poids optimale qui n'a rien à voir avec des critères esthétiques, qui correspond à un bon équilibre entre les apports alimentaires, les réserves du corps et les dépenses de l'organisme. Il existe des individus qui sont naturellement plus minces et d'autres qui sont naturellement plus forts. En fait, il existe des différences importantes selon l'âge. Les jeunes enfants ont tendance à être un peu ronds. Le sexe et l'hérédité comptent beaucoup. Au-delà de la métaphysique, le bon sens interpelle l'homme qui craint Dieu de tout faire pour améliorer son mode de vie afin que ce dernier ne soit fâché. Il doit appliquer à la règle les lois de la nature dans l'optique de vivre sans maladie. Suis être sujet de petits bobos émanant de reflux de l'organisme dans le but de rejeter les déchets organiques et autres hors de lui. L'alimentation classique est bel et bien la cause du surpoids. C'est à ce niveau qu'une étude approfondie devrait être de mise pour chaque personne, en commençant par les religieux et les médecins. Épouser la voie de la connaissance dans l'optique de maîtriser le fait de manger pour en faire un art serait nécessaire pour tous. Ressortir facilement le côté spirituel de chaque type d'aliment, air, eau et nutriments, afin de savoir utiliser la nature occulte de chaque élément par rapport aux besoins de chaque corps, physique, astral et mental. Extrapolons la donne explicative de cette partie de notre entretien en disant que l'aliment du corps physique serait essentiellement les nutriments issus du sol. L'aliment du corps mental serait l'air et pour assouvir les besoins du corps astral, l'eau serait l'aliment idéal. Alors, professeur, vous nous dites qu'on peut être gros sans pour autant être obèse. Alors, comment reconnaître donc qu'on est obèse si on est peut-être dans mon village où il n'y a pas de balance, il n'y a rien? Bon, alors, c'est un peu ça. Il y a des gens qui ont une corpulence que lorsque ils se mettent sur une balance, et là on réalise que, mais attends, mais la personne n'est pas ne pèse pas autant qu'on le croyait. Donc, cette personne a des rondeurs qui font en sorte qu'on a l'impression que son poids est excessif. Donc on peut avoir une corpulence, mais sans qu'on ne pèse beaucoup. Quelqu'un qui a 1m60 ou 70, 60 par exemple, et qui pèse 60 kg, n'est pas obèse, même 65 kg, n'est pas obèse. Il n'est pas en surcharge pondérale non plus, même s'il est en voie de l'être. Mais le surpoids, en fait, ne se traduit pas en cette personne forcément à partir du moment où l'indice masse corporelle ne présente pas quelque chose qui prouve que son poids est excessif. Mais l'allure de la personne peut éprouver autre chose. Autre chose encore, c'est que les personnes qui ont des rondeurs se déplacent, quel que soit leur âge, font tous les mouvements, ne s'étouffent pas, n'ont aucun problème. Parce que certaines fois, lorsque on commence à prendre du poids vraiment, comme dans le cas de dire que vous avez des rondeurs, ce n'est pas que vous avez pris du poids, vous êtes comme ça depuis l'enfance. Mais il y a des gens qui étaient nés avec 2 kg 600, à peine 3 mois, au lieu de peser peut-être 8 kg, maximum 10 kg, pèse déjà 14-15 kg. À peine 3 mois. Et puis ces genres de bébés, la tête ne se met jamais bien, c'est tout en train de se pencher, et le frontanel, la frontanelle ne se ferme pas vite.
et la constipation est opiniâtre, le rhume, c'est toujours là, c'est incessant. Alors, donc, on a un bébé obèse déjà dès le bas âge. On peut donc entretenir ces poids-là et l'enfant va grandir avec. À un moment donné, son corps va s'habituer à ces poids et peut aller jusqu'à 10, 15, 11, 10, 11 ans. Le poids là va commencer à partir petit à petit. Jusqu'à 20 quelque chose d'années, ça part presque complètement, devient svelte. Et puis maintenant, ça revient à partir de 30 ans. Ça revient, allez. C'est bon de garder le même poids de l'enfant jusqu'à la vieillesse. C'est-à-dire que vous naissez avec 4,8 kg comme moi. J'avais 4,8 kg. Maintenant, vous grandissez tout petit, vous avez le poids. Même adolescent, vous avez le poids. Même adulte, vous avez le poids. Vous vieillissez avec ce poids qui régresse en vieillissant. Là, vous pouvez avoir peu de problèmes en vieillissant. Mais si vous êtes né avec 2,6 kg, vous avez un petit poids. Surtout, on rencontre ça chez les jeunes filles parce que toute petite, elle ne prend que les friandises, elle n'aime pas manger. Alors, 18 ans, toujours comme ça. C'est tout le monde qui parlait que, mais c'est quelle histoire, jusqu'à ce que, à partir de 25 ans, ça commence à embêter la personne, parce que tout le monde dit tout, toi, tu es tout maigrichon comme ça, tu sais même quoi. Tu commences à prendre la bière. Ouais, tu manges n'importe quoi, tu prends la bière, tu cherches le poids, avec la torche. Et là, quand vous aurez 42 ans, 45 ans, d'abord la ménopause vient un peu avant, alors que personne de votre famille, aucune fille de votre famille n'a eu la ménopause avant 45 ans. Vous en avez déjà tôt. Et puis les bouffées de chaleur, l'hypertension, patati patata, et surtout que la tension artérielle parfois est accompagnée par certains anti-inflammatoires, c'est-à-dire qui sont la conséquence des produits consommés. Donc on ne peut pas l'échapper, surtout si on a développé les règles douloureuses. Et à un moment donné, on ne s'en sort plus. Voilà, avec un poids qu'on ne peut plus faire marche arrière ou faire reculer. Alors pour ça, vous aviez parlé dans le cadre des manifestations, vous aviez parlé des troubles des menstruations chez les femmes. Comment est-ce que ça se passe exactement? Alors une femme qui développe un poids, moi je parlais de mon expérience personnelle, j'ai reçu des femmes qui ne prenaient pas de grossesse. Où elle prend la grossesse, ça passe. Alors, on lui donne un traitement, une épuration immorale, son poids baisse, 2 mois plus tard, elle prend la grossesse, et ça reste. Alors, donc, j'ai remarqué, et ça c'est prouvé aujourd'hui, ce n'est plus très discutable, bon, sauf les incrédules, qui peuvent toujours en discuter, j'ai remarqué que quand une femme est corpulente et qu'elle n'arrive pas à faire de bébé, ça ne veut pas dire que les femmes, quand elles sont corpulentes, ne font pas les bébés, non. Moi, j'ai expliqué tout à l'heure qu'une personne qui a 1,90 m et qui pèse dans les 140 kg va faire un bébé de près de 6 kg. Alors, donc, cette femme qui est corpulente et qui n'arrive pas à faire de bébé, j'ai remarqué que en lui donnant une cure d'épuration qui permet d'éliminer les déchets, alors là, elle prend la grossesse, son tube digestif est libéré, son système, du moins l'adéquation système nerveux, système glandulaire et système organique tournait bien, l'équilibre étant refait, allez, c'est fini. La grossesse prend, il n'y a pas un problème à ça. Si la femme en question n'a pas bu les anti-inflammatoires, Antadis, ibuprofène,
où c'est bien écrit sur les étiquettes de ces produits qu'il ne faut pas en donner aux femmes qui attendent un jour faire le bébé, même quand elles ont les règles douloureuses, parce qu'en fait, les anti-inflammatoires, c'est les règles douloureuses, c'est l'état grippal, c'est le mal des dents, tout ça là, le mal des dents et tout. Donc on est obligé de prendre des anti-inflammatoires, mais il faut lire les notices. Voilà. Alors, professeur, est-ce que chez un homme, il pourrait également avoir un dysfonctionnement de l'appareil génital, tout ce qui va avec Ah oui, mais il y a des hommes qui, avec l'obésité, d'abord, sa partie mâle s'est rétrécie. Ça devient tout petit. Voilà. Et là, il a des difficultés même déjà de satisfaire sa conjointe ou bien ses copines. C'est pas la même chose pour toutes les obèses, mais une bonne partie des personnes obèses voient leur partie mâle se rétrécir. De un. De deux, d'aucun de ces personnes-là ne bandent plus bien, c'est-à-dire l'érection sous le camp. Et là, c'est un autre signe de stérilité. Chez l'homme, ça commence d'abord par là, avant de voir si les spermatozoïdes, le spermogramme va déterminer le nombre de spermatozoïdes, comment, ou bien la mobilité des spermatozoïdes, comment. Mais on commence d'abord par là, que tu bandes mal, tu as l'éjaculation précoce, mais l'éjaculation précoce n'empêche pas qu'on fasse des bébés, au contraire. Mais lorsque vous bandez mal, lorsque vous n'arrivez plus à aller jusqu'au fond, alors ça commence à embêter la conjointe. Voilà. Alors, professeur, aujourd'hui, on parle d'AVC. Alors, quel serait le rapport entre l'obésité, la prise de poids et les AVC? Alors, on peut dire que l'obésité est le symptôme du diabète, en même temps le symptôme de l'hypertension. Et en prenant les produits contre l'hypertension, on risque de développer l'AVC. C'est pourquoi, médicalement parlant, on ne sait pas, on ne sait pas grand-chose sur les signes précurseurs de l'AVC. Parce que lorsqu'on pose la question aux cardiologues et tous ceux qui font spécialité dans le domaine cardiovasculaire et tout, on donne l'impression que l'AVC arrive comme un oiseau de mauvais augure. Mais non, mais quand tu prends le médicament, le paracétamol, c'est écrit quelque part sur les étiquettes que ça peut développer, du moins les anti-inflammatoires, que ça peut développer le AVC. Donc, surtout lorsque vous prenez ça à des doses incontrôlées. Et comment on peut prendre ces produits à des doses incontrôlées lorsque 2 boîtes de médicaments avec des noms différents ont la même molécule ou ont une molécule associée à une autre, mais sur l'autre boîte, la même molécule. Par exemple, vous avez le paracétamol, il a une boîte qui est Teva, il y a une autre boîte qui est Doliprane, il y a une autre boîte, c'est plus près de 100 boîtes, hein, avec des noms différents, bon, parfois des principes actifs associés, parfois juste du paracétamol. Alors, lorsque on peut vous prescrire le produit, vous ne lisez pas la notice, vous vous en foutez, vous avez confiance à celui qui a prescrit le produit, alors que ce n'est pas lui qui l'a fabriqué. Et lui, il a prescrit des produits qui ont les mêmes effets, quelque part. Ça vous donne l'impression qu'il a associé les molécules là expressement, alors qu'il a fait l'erreur humaine à les prescrire. Il faut donc lire la notice, auquel cas vous pouvez vous retrouver avec une situation qui est causée par cette prescription, qui n'a rien à voir avec une simple maladie. Et c'est ce genre de situations qui conduisent à l'AVC. Parce que l'AVC, c'est quelque chose
qui ressemble un peu à la mauvaise circulation du sang. C'est pourquoi c'est beaucoup plus lié à l'hypertension. Et cette mauvaise circulation du sang, ça peut être une situation qui va créer des difficultés du sang d'atteindre le cerveau dans les conditions normales, mais surtout lorsqu'il y a irrigation. Parce que l'irrigation, c'est quoi? C'est que si le sang n'est pas fluide, si le sang est comme l'eau des caniveaux, qui trimballe les déchets d'un point à l'autre, même un brin de chevelure peut stopper tous les déchets et faire à ce que l'eau ne puisse plus couler normalement et il y a inondation. C'est ce qui se passe au niveau de la tête souvent lorsque quelqu'un est oui, on dit qu'il a eu l'attaque. Ça a été des mots tellement bien. Et là, il attaque. L'attaque de quoi? Le sang n'a plus bien circulé. Ça peut s'annoncer, ça peut faire des signes quelque peu lorsque cette situation ne s'est pas avérée brusque. Alors les gens qui s'en sortent souvent, c'est lorsque l'irrigation n'a pas atteint un niveau trop élevé. Mais quand l'irrigation atteint un niveau trop élevé, la mort des cellules de l'autre côté du cerveau qui n'est pas alimentée, entraîne donc une mort cérébrale. Alors, professeur, que faire pour, disons, éviter l'obésité, mais surtout pour y remédier une fois qu'on est obèse? Alors, éviter l'obésité, déjà, il faut commencer à le faire dès son jeune âge. Ce qui n'est pas évident parce que les jeunes, souvent, ils disent vivre vite, même mourir jeune, ça va que de mourir vieux et ne pas vivre. Alors, c'est un peu compliqué d'éviter l'obésité lorsque on est pour devenir obèse. Parce que moi je dis, celui qui a le poids, c'est une chance. Il va se rendre compte que ce qu'il fait n'est pas bien. Comme je dis souvent, celui qui a les sorciers dans sa famille, c'est une chance. Il va se rendre compte qu'il a intérêt à se spiritualiser à fond pour que les sorciers ne l'attaquent plus. Alors c'est la même chose lorsque on prend le poids, lorsque on a les difficultés de digérer, lorsqu'on a un ventre qui de temps en temps pousse et vous n'aimez pas ça. Alors à partir de là, vous êtes comme alerté à chaque fois qu'il y a ballonnement, pour le peu que vous mangez un petit quelque chose et ça vous alerte, c'est que à force d'être alerté comme ça, vous allez prendre des décisions idoines, des décisions vraiment sérieuses. Là, vous pouvez éviter à continuer dans ce rythme jusqu'à devenir obèse. Maintenant, lorsqu'on est obèse, c'est trop compliqué parce que l'obèse ne supporte pas la famine du tout. Et l'obèse ne se rassasie jamais. Même quand il est rassasié, il a toujours faim. Et c'est ce qui fait souvent certaines personnes passent directement de l'autre côté, le diabète. Parce que l'obésité, c'est le symptôme des autres maladies cardiovasculaires en fait. Alors, maintenant, lorsque tu veux ne plus être obèse, tu te fais très mal. Tu te fais mal parce que tu dois beaucoup boire. Si par exemple vous avez 30 kilos au-dessus de votre poids, il faut boire minimum le matin 3 litres d'eau, rien qu'en 1 heure. Et puis continuer à boire de l'eau plusieurs litres dans la journée. Et là, l'eau même déjà va beaucoup travailler pour empêcher, comment on appelle ça, la boulimie, c'est-à-dire l'envie de manger. Voilà, parce que quand vous vous ballonnez d'eau, alors l'envie de manger peut un peu baisser. Voilà. D'accord. Mais professeur, il y a des gens qui proposent tellement de formules
pour perdre le poids, Est-ce que dans le cadre de la métaphysique, il n'y aurait pas des formules telles quelles pour perdre le poids, pour ne plus être obèse? Alors, les formules en métaphysique, c'est ce qu'on a enseigné durant tout le temps qu'on a fait les 18 autres éditions, parce que la 19e édition d'aujourd'hui, c'est le récapitulatif. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à manger l'air, on a appris à manger l'eau, on a appris à manger les nutriments qui proviennent des nourritures. Alors, là, c'est la formule. Les autres formules que bois ceci, ça va te faire maigrir et tout, le poids te rattrape après. Donc, c'est des formules. Moi, je connais des choses que je peux associer, je donne aux gens pour maigrir, mais je ne le fais pas. Mais d'autres gens ont construit des immeubles grâce à des pseudo-cures d'amaigrissement ou d'amincissement, d'aucuns à base des limons, du citron et tout, mais tu ne sauras jamais que c'est ça qu'on a râpé, on a mélangé, on a fait ceci, on a fait cela, tu ne sauras pas. Et au bout d'une période, le poids revient. Parce que on a mis, d'abord, la personne qui a accepté ces choses-là, a mis sa tête dans le produit qui doit lui faire mincir. Oubliant que les 6 kilos de ton poids que tu perds ça par l'élimination des caca, en fonction de l'ampleur des caca qui étaient dans ton gros intestin. Alors, au bout de 3 semaines, tu as perdu 6 kilos. Alors là, lorsque on a perdu les kilos comme ça, parce qu'on a pris les laxatifs et tout, c'est pas moi quoi, mais on n'a pas fait une cure qui doit vous maintenir à cet état. Vous allez reprendre le poids après. Et si vous continuez à prendre cette cure, ça va vous saturer. Vous allez commencer même à prendre le poids en même temps, en train de faire la cure. Donc, il faut des cures de jeûne, il faut décider que toutes les semaines, on ne mange pas une fois. Ou bien les cures de diète, lorsqu'on veut perdre du poids, on décide qu'on prend que le fruit à queue. C'est-à-dire que c'est que le fruit juteux de la saison. Pamplemousse, papaye, ananas, mangue et tout. Vous en prenez à l'état naturel. Et surtout en période de mangue, prenez les mangues jusqu'à ce que vous attrapiez la diarrhée. Vous allez voir comment cette diarrhée-là ne va pas vous faire perdre le poids. Et cette diarrhée, souvent, certaines personnes combattent ça et partent à l'hôpital quand la diarrhée commence. Et là-bas, on dit qu'il s'est fait intoxiquer. Parce que les fruits, c'est pas bon. Ça peut ne pas être très bon par le transport. Si on prend les fruits d'un point du pays à un autre et que le transporteur n'a pas pris soin à considérer les sacs de fruits, à ne pas les mélanger avec des sacs de pesticides ou bien des produits phytosanitaires mais qui ne sont pas de nature à consommer. On mélange tout ça dans le camion et puis y compris les fruits et on dépose même d'autres sacs dessus. Et vous mangez sans les laver, là vous pouvez avoir des problèmes. Voilà. Nous allons proposer la réflexion de ce soir et nous revenons juste après pour la suite de votre émission. Hippocrate, le père de la médecine, n'a-t-il pas dit aux malades que l'aliment soit ton seul remède et demandé aux médecins de guérir sans nuire? Il faut refaire une véritable philosophie de santé, de bien-être. On ne combat pas la maladie, on refait la santé et les maladies disparaissent. Le mal est l'absence du bien. Le froid est l'absence de chaleur. On ne combat pas le froid, on met de la chaleur. L'obscurité est l'absence de lumière. On ne combat pas l'obscurité, on met de la lumière. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous les problèmes.
Et je veux faire, j'ai l'intention, et nous avons l'intention, de faire des éducateurs de santé. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui lui a inculqués. Commencer par donner à notre corps le carburant que son constructeur avait prévu pour son système digestif. On nous a toujours dit qu'on descendait du singe, des gorilles et des chimpanzés. Ils ont exactement le même système digestif que nous. Ils se nourrissent de quoi? Sinon de cueillettes. Ils cueillent. Comme nous ne cueillons pratiquement plus, que nous mangeons des paquets, de la viande, enfin une nourriture complètement morte, eh bien automatiquement, on ne reçoit pas l'énergie dont on a besoin et on a besoin d'excitants. Donner à notre corps les aliments qui sont faits pour lui, mais nettoyer les humeurs dans lesquelles les cellules baignent, c'est-à-dire les liquides interstitiels dont la science et la médecine ne tiennent aucun compte. Sur un corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide. Sur ces 40 litres de liquide, on analyse 5 litres de sang, les urines, mais les 35 autres litres dans lesquels baignent les cellules, que les anciens appelaient les humeurs. Pourtant, ils n'étaient pas savants, mais ils savaient. Pas plus qu'il ne suffit de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, mais qu'il faut aussi la nettoyer. Il ne suffit pas de donner à notre corps les aliments qui sont faits pour son système digestif, il faut aussi nettoyer les liquides dans lesquels ces cellules baignent. Pourquoi les hommes ont changé leur alimentation? Pourquoi ils ne sont pas restés cueilleurs et qu'ils sont devenus cueilleurs-chasseurs? Les fruits, c'est le sucre. C'est le carburant de notre système humain. Mais comme on n'avait plus suffisamment de fruits, on a cuit des céréales et des féculents. Les fameux sucres lents. Seulement voilà, c'est que le foie humain n'est pas équipé pour transformer les sucres lents. Et que chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, va laisser des mucosités, des viscosités. Ce qu'on mouche, ce qu'on crache, ce sont des résidus de sucre lent. Et ces sucres lents, ces résidus vont passer dans la lymphe. J'appelle ça de la colle en termes de métier. Et il est certain que quand nos cellules bêtent dans la colle, elles ne peuvent pas fonctionner rapidement. En plus, ces viscosités vont calaminer tous les filtres, les reins, par exemple. Et l'acide urique ne pourra plus être filtré à travers les reins dans l'urine, elle va repasser dans le système artériel. Et quand les urines d'un individu sont pâles comme de l'eau, c'est que ses reins sont bien calaminés. Mais il va faire un accident circulatoire, vraisemblablement dans peu de temps. Hémogliase et infarctus et autre chose. Plus les cellules vont baigner dans un milieu empoisonné, plus elles vont demander, aimer, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, eh bien, on va aimer ou le fromage, ou la charcuterie, ou le jambon, ou la viande. On va en demander et on va être accro. Et on va fonctionner exactement comme un drogué alimentaire que nous sommes tous devenus, plus ou moins. Et quand je demande à quelqu'un de quoi vous n'avez pas envie de vous passer, je sais exactement le point de départ de tous ces problèmes. J'ai l'habitude de dire à tous mes consultants que je risque de les rendre malades pour les guérir. Parce que chaque fois que le corps veut expulser ses résidus, il faut l'aider à le faire. Alors que médicalement, scientifiquement, on empêche le corps d'éliminer. Donc, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Mais au lieu d'éliminer les toxines qu'il voulait éliminer, il les refoule dans ces nappes souterraines et ils ne vont pas rester sans rien faire. Alors, il est bien certain que le but, c'est d'aider, comprendre pourquoi notre corps souffre et l'aider à faire ce qu'il a à faire. Chaque personne est un cas unique et elle va expulser, son corps va tenter d'expulser ses résidus
en fonction de sa constitution. Plus il est fort, plus il va expulser violemment, plus il est fragile, moins il va pouvoir expulser, et plus ça sera long et difficile, en fonction du stock résiduel qu'il a accumulé, et à mettre un nom extraordinaire dessus, c'est très savant, et à prescrire des examens pour confirmer, ça fait marcher toute la boutique, et à prescrire des médicaments qui rendraient malade un bien portant, et des opérations. Qu'est-ce que la médecine sait faire d'autre? La médecine allopathique. La médecine homéopathique est un peu moins pire, mais il ne change pas le terrain. Je confirme que la faculté a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges, à arrêter la souffrance, sans jamais se demander pourquoi ces voyants rouges se sont allumés, sans jamais se demander pourquoi on souffre. Donc, la faculté a fait du médecin. Évidemment, il y a souffrance, on va se dépêcher d'arrêter la souffrance. Vous avez mal quelque part, on va mettre un grand nom. Si vous avez mal à gauche, ça sera une gauchite, à droite, ça sera une droitite. Ça coule par les sinus, c'est une sinusite. Ça, c'est la conjonctivite. Ça, c'est l'otite. Par le vagin, c'est une vaginite. Voici de retour sur notre plateau. Je crois que nous avons servi là une réflexion qui vient résumer tout ce que nous avions fait pendant ces 18 éditions, plus celle-ci, 19e. Professeur, un commentaire? Non, mais il n'y a pas de commentaire en tant que tel, hein, parce que c'est les choses qu'on dit ici tout le temps. Et je crois que ça a été tellement bien dit, et en des mots simples, et surtout que c'est une doyenne. On doit comprendre combien c'est nécessaire. Et là, c'est comme ça que l'Afrique faisait le diagnostic avant. Malheureusement, nous sommes tous devenus des Européens. Et les Européens, maintenant, nous apprennent nos choses comme on faisait avant. C'est tout le commentaire que moi, je peux faire. Hein. Voilà. On va prendre rapidement les messages que nous avons reçus de nos téléspectateurs. Rappelons déjà que les appels, nous ne pouvons pas les prendre à l'antenne. C'est juste les messages et nous vous donnons les réponses tout à l'heure. C'est le SOS téléspectateurs. Alors, monsieur Donatien depuis Bolova voudrait savoir la varicocèle, maladie due à l'alimentation ou pas, et est-ce que cette maladie se soigne à l'indigène? Ils ont le gros mot, hein, l'indigène. La varicocèle, c'est quelque chose qui concerne les bouches de l'homme, les testicules, quelque chose comme ça, qui grossissent et tout, qui se soigne naturellement, parce que c'est une maladie qui n'est pas importée. On avait déjà des cas de varicocèle avant l'arrivée des médicaments. Ce qui se soigne difficilement à ce qu'il appelle l'indigène, c'est ce qui est dû par les produits chimiques. Par exemple, si vous avez un cancer qui est né par le biais des constituants des produits comme le paracétamol, où on va trouver le dioxyde de titane, on va trouver le blé patenté, ou du moins tous ces comprimés-là qui embellissent le comprimé. Alors, là, soigner ça nécessite une cure de désintoxication appropriée, ce qui ne sera pas facile. Donc, ces maladies existaient avant, surtout lorsqu'il s'agissait de maladies d'envoûtement. C'est-à-dire une personne qui faisait l'amour aux femmes des gens, on lui jetait un sort, et ce sort était porté sur les testicules qui grossissaient. Alors aujourd'hui, le phénomène peut être très différent, mais tout comme ça peut être la même chose. Et si ce n'est pas un sort dû à des actes posés malencontreusement contre autrui, par exemple chercher la femme d'autrui, alors il est fort probable que naturellement qu'on puisse apporter de l'aide aux gens qui ont ces maladies-là. Voilà. Alors, on a un autre téléspectateur. Comment faire pour éviter les repas de nuit puisqu'on parle d'alimentation? Et quelles sont les conséquences de cette alimentation indésirée? Les repas de nuit sont
pas possible pour les gens qui s'alimentent déjà bien, qui font bien les selles, qui mastiquent bien, qui choisissent bien leur nourriture, qui les mâchent bien, qui font bien les selles. C'est pas facile d'avoir les repas de nuit. Mais si vous avez des repas de nuit, tout en étant réservé sur la manière de manger, mâcher, le choix de nourriture et tout, c'est qu'il faut voir si c'est vrai que vous faites bien les selles. Alors, auquel cas, c'est qu'il y a quelque chose de sorcier qui est passé par là. Mais en réalité, il n'est pas possible que vous ayez une vie saine, le côlon propre et tout, vous continuez à faire des repas de nuit où la sorcellerie puisse vous malmener. Il faut que ça soit une sorcellerie directement liée à ses parents, le père, la mère, l'oncle, la tante, les gens qui te sont proches, mais pas les gens qui viennent de loin. Cela ne sera pas facile. Voilà. Alors, on a... bonsoir, professeur. Les personnes très minces comme moi qui ne prennent pas le poids depuis pratiquement 10 ans. Est-ce un problème? En effet, j'ai 27 ans et depuis l'âge de 18 ans, mon poids tourne toujours entre 55 et 65 kilos. Quelle taille? Là, je connais, mais la taille, je ne connais pas. Et je ne sais pas si la question, je vais la répondre comment. Parce que pour que je sache, elle peut refaire un autre SMS pour nous dire elle a quelle taille, pour quel poids et par rapport à quel âge. Là, on va savoir si elle prend le poids ou pas. Parce que une dame, je consultais une dame dernièrement, elle me dit que son poids n'est pas bon. Mais elle avait 1,64 m et elle pesait 74 kilos. Bon, elle me dit que son poids n'est pas bon. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Elle me dit que parce qu'elle pesait souvent 85 kilos, 90. Donc, elle a trop maigri. Il faut qu'elle reprenne son poids. Bon, donc, je ne sais pas si c'est le même qu'avec l'autre téléspectateur là. Voilà. Alors, bonsoir, professeur. Désolé de poser une question qui n'a rien à voir avec le thème. J'ai une blessure qui a déjà fait des années sans se cicatriser. Comment faire pour la soigner? La personne va appeler hors antenne. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est l'alimentation, c'est la sorcellerie, c'est une cause karmique, parce qu'il y a des choses que on peut avoir au cours de la vie qui n'ont rien à voir avec vos erreurs alimentaires et tout, mais simplement un stigmate de la malédiction de la famille peut s'abattre sur un des enfants. Voilà. La malédiction de la famille peut s'abattre sur un enfant comme si c'était un stigmate. Voilà. Alors, Monsieur Mbeng David, depuis l'Est Cameroun, voudrait savoir comment reconnaître un spiritualiste au sein de son entourage. Alors, son comportement, tout simplement. Quelqu'un qui, en fait, parle beaucoup, c'est vrai, mange beaucoup, c'est vrai, insulte les gens, c'est vrai, mais quand même qui est différent de tous ces gens de son entourage-là. Parce que la différence est portée sur du fait que lorsque tu as une longueur d'onde de plus, tu es toujours conciliant, tu apportes toujours des conseils, tu es toujours en train d'aider à ce que les choses se passent bien dans ton milieu. Tu es cette ampoule qui, mais du moins cette flamme d'une certaine bougie qui est au beau milieu d'une salle obscure où les insectes, des petites bêtes et tout vont vers cette lumière. Alors donc, tu attires les gens ont besoin de venir vers toi, discuter avec toi. Ils attendent quelque chose de toi. C'est quelque chose, c'est dans tes lèvres qu'on attend ça. On n'attend pas qu'en partant, qu'on ait un sac d'argent. D'ailleurs, on t'apporte même à boire, à manger, parce que tu attires la sympathie et on sent que vous êtes aimable. Voilà des petits indices qui montrent que cette personne a déjà une petite élévation spirituelle. Je ne parle pas des personnes réputées, parce que tu passes à la télé et les jeunes filles qui viennent seulement t'embêter
elles ne viennent rien apprendre, elles viennent prendre les choses. Et les messieurs qui t'admirent, ils te voient en route, ils disent, je vais sortir, c'est comment vous appelez vos choses, et on vous filme là, on met sur WhatsApp. Ça veut dire que tu es accablé, et là, c'est la végétariat, ou le végétariat, je ne sais pas comment on appelle ça, ou quoi, je ne sais pas. Mais si c'est que pour du vrai, ou alors tu n'es même pas connu. Mais quand les gens t'abordent, la nouvelle part, tu n'as pas un charme du genre quelque chose que tu as fait, mais un charme simple. Tu charmes tout le monde vient vers toi comme ça, simplement. Alors c'est que ta spiritualité est en train de payer. Voilà. Alors, quel jus pouvez-vous nous conseiller et à quelle fréquence pouvons-nous, des jus naturels bien sûr, et à quelle fréquence devons-nous les prendre? Donc moi je pense que les fruits sont en fonction de la saison. Pendant la saison de pluie, les fruits, si c'est la saison de mangue, tout le monde doit manger des mangues suffisamment. Mais c'est vrai que selon les tempéraments, là vraiment je ne vais pas aborder ces problèmes, ce côté-là jusqu'à aller au bout, parce que je ne vais pas pouvoir bien développer ça, il n'y a pas le temps. Il y a des gens qui quand ils prennent l'ananas, ça va lui faire des démangeaisons, ça va faire, il aura une éruption cutanée. Cette éruption cutanée est momentanée. S'il continue à prendre des ananas, sa peau va devenir plus claire et plus bien et plus jolie à voir. C'est la même chose que je venais de dire tout à l'heure concernant les mangues. Pendant la saison des mangues, vous prenez suffisamment de mangues et vous tombez dans la diarrhée. Donc, c'est autant de petites choses qu'il faut faire attention avec le fruit, mais au-delà de ça, le fruit, c'est l'alimentation idéale. C'est idéal. Maintenant viennent les autres choses comme les feuilles. Mais les feuilles, il faut savoir bien cuisiner ça, savoir assaisonner et tout, c'est très important. Parce que notre étude digestive, l'intestin grêle n'est pas si long. Voilà. Comme chez les herbivores. D'accord. Alors, bonsoir professeur, j'ai 40 ans et je ne sais pas comment gérer mon nouvel âge, quoi manger, quoi boire pour être en forme parce que je sens mon corps bizarre. Hors antenne, à ces numéros. D'accord. Alors, le monsieur qui nous a fait le message tout à l'heure, parce qu'il a toujours il a 1m73. 73, il a quel poids? Il a dit qu'il était entre 65, depuis 10 ans, il est entre 55 et 65 kilos. Ah voilà, 55 c'est bas. Là, on va parler de ça en antenne, c'est bon. Alors, bonsoir professeur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si lorsqu'on a subi une intervention chirurgicale de varicocèle, est-il possible de faire des enfants? C'est pas, il faut demander ça au médecin. Nous sommes à la fin de l'émission, on ne peut pas commenter davantage certaines questions, Dolina. D'accord. Donc, effectivement, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Un dernier mot pour conclure. Alors, le dernier mot, c'est qu'on va changer de thème. On laisse le temps au temps d'ici mardi prochain pour savoir qu'est-ce que nous allons programmer cette fois-ci pour les téléspectateurs. Nous sommes très ravis de nous avoir, ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici, de près ou de loin, sur YouTube ou sur Canal 2, on les dit merci. Parce que les réactions étaient bonnes. Voilà. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale de la mystique de l'alimentation et la spiritualité, bien sûr, qui a fait 19 éditions. Je crois que tout ce que nous devons retenir, c'est manger l'air, l'eau et les nutriments, mais surtout ceux-là qui proviennent de la mère terre, s'éloigner au maximum de tout ce qui est industrialisé. Cela va nous permettre de garder notre forme d'être en santé, mais aussi de nous diviniser, parce que nous sommes des petits dieux et devons toujours tendre
à être ces petits dieux. Nous avions été ravis de vous connaître nombreux à nous suivre ce soir. Rassurez-vous, nous allons prendre le soin de répondre aux questions parce qu'il y en a eu beaucoup ce soir. Nous allons prendre le soin d'y répondre dans la semaine. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas que vous pouvez réécouter votre émission sur YouTube. Bonsoir.